Elle est là depuis des décennies et pourtant elle garde toute sa pertinence. Aujourd'hui, on va parler de newsletter. Quelle place lui donner dans une stratégie de contenu? Comment ce nouveau format évolue? Pour ça, j'en parle avec Sébastien. Salut Sébastien. Salut Thomas. Sébastien, t'es content strategist à l'agence. Toujours. T'accompagnes les clients sur la conception et puis ensuite sur la mise en œuvre de stratégies de contenu. Dans ces stratégies de contenu, il y a notamment la newsletter. Et on va voir qu'on aurait sans doute tort d'oublier cette newsletter. Aujourd'hui, c'est le cas, avec aussi bien en interne, au niveau de nos clients. Quelle place a la newsletter dans les conversations ? Une place de plus en plus importante. Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment de grands retours, puisque ça fait quand même pas mal de temps que la newsletter fait partie des piliers des stratégies de contenu. Mais en fait, ce qui est intéressant avec la newsletter, c'est que c'est contenu canal historique, puisque ça existe. C'est un des rares formats, un des rares canaux qui existait avant le digital. Il y a, dans les début des années 90, il y avait des newsletters papier qui étaient envoyés par les annonceurs. Et puis il y a eu un boom avec l'arrivée du digital, puisque pour le coup, c'était beaucoup plus facile de proposer des newsletters en termes de production, d'envoi en masse. Et puis, au début des années, quand les réseaux sociaux sont apparus, donc au tournant des années 2010, on s'est tous un peu focalisés sur les réseaux sociaux, avec l'impression qu'on allait toucher encore plus de monde, encore plus facilement au quotidien. Et la newsletter, à cette époque-là, est un petit peu tombée, alors pas en désuétude, mais on s'est moins focusé sur la newsletter, surtout en B2C. Il y a toujours eu une trend un peu en B2B. Mais en B2C, la newsletter a un peu perdu ses lettres de noblesse. Et puis on s'est quand même rendu compte que c'était pas des canaux interchangeables, les réseaux sociaux et la newsletter, et qu'on avait vraiment deux canaux, enfin parmi d'autres, qui étaient vraiment complémentaires. Ouais, donc vraiment la newsletter, elle a jamais tout à fait disparu, mais c'est vrai j'ai l'impression qu'on remet un peu la lumière sur ce qui a toujours été un canal important, notamment en B2B, mais plus globalement pour les marques. Tu parlais de complémentarité entre les réseaux sociaux et entre la newsletter. Justement, comment on arrive à avoir le meilleur des deux mondes ? Alors, le meilleur des deux mondes, je pense qu'il faut quand même garder les deux canaux, même si de plus en plus on a des croisements. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Les réseaux sociaux, alors il ne s'agit pas d'opposer, mais en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on est plutôt sur des canaux qui vont être plus des canaux finalement de masse, malgré des formes de ciblage, des canaux de masse ou plutôt dans l'immédiateté, dans le quotidien, avec des contenus plus éphémères et pas plus légers, mais en tout cas plus courts. Et puis la newsletter, on est sur un canal ciblé, adressé. Donc ça, c'est hyper important. C'est aujourd'hui un des rares canaux qui permet de faire alors je sais pas si on dit du push-pull en fait, finalement, à la fois où on va pousser quelque chose vers une cible et puis derrière intéressé à du contenu pour aller ailleurs. C'est un des rares canaux adressés, un des rares canaux aussi qui reste propriétaire, qui n'est pas soumis aux algorithmes. Alors, il y a le RGPD, mais on n'a pas de cookies. Il y a quand même une maîtrise et une stabilité à la newsletter importante, surtout pour adresser auprès de clients. Et puis, tu l'évoquais sur les réseaux sociaux, c'est vrai que cette dépendance aux algorithmes, je pense que c'est en partie ce qui fait qu'on se réintéresse peut-être plus qu'à un moment à la newsletter, parce qu'on va y venir forcément, ça a son lot de contraintes, mais ça a quand même un intérêt grandissant pour moi, pour ça, pour le fait d'être un petit peu plus libre, d'avoir un canal qui soit plus propriétaire. Quelle place ça a dans des stratégies de contenu, maintenant qu'on comprend mieux un peu plus cette complémentarité avec les réseaux sociaux? Si on dézoome encore un cran, quelle place ça a vraiment dans l'ensemble de tes réflexions? La newsletter, c'est vraiment un canal privilégié pour de la fidélisation. Alors, ou de la fidélisation, donc pour communiquer auprès de ses clients, dans un environnement et sécurisé et avec une forme de bienveillance de la part des clients qui vont recevoir cette newsletter. Voilà, c'est l'annonceur que j'ai choisi qui m'écrit, donc je vais m'intéresser à ce qu'il va me raconter. Et puis on est à la différence un peu d'emailing, un peu commerciaux.
il y a quand même ce côté, on m'amène de l'info, donc il y a une forme de communication douce qui est appréciée aujourd'hui, surtout quand on est un peu abreuvé d'infos dans tous les sens. C'est vrai qu'il peut y avoir, c'est peut-être pas mal qu'on en parle, une petite confusion entre une newsletter qui en réalité est simplement une relance commerciale, même si les deux s'opposent pas. Il y a plein de e-commerçants par exemple qui on peut s'abonner à la newsletter et en fait à part les promos, il y a quasiment aucune information dedans à part un ou deux nouveaux produits éventuellement. Ce qui n'est pas exactement la démarche ici dont on parle. Les deux peuvent coexister. Il y a surtout plein de formats un peu hybrides. Il y aura une différence un peu entre B2B et B2C. Oui. La dimension commerciale, elle existe aussi dans les newsletters. C'est d'ailleurs un des intérêts, c'est de pouvoir aussi mettre un peu de commercial dans de l'éditorial et d'avoir une approche un peu plus douce pour mettre en avant des solutions et des produits que de bastonner sur un emailing commercial. Après, il y aura une question aussi de fréquence et de volume. Les mailings commerciaux peuvent être un petit peu, quand on se rentre dans la logique de marketing automation, avec ultra ciblage, renvoi, première relance, deuxième relance, troisième relance. Là, on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Là, on reste dans la stratégie du contenu sur les newsletters. Mais il y a malgré tout moins de freins, moins de blocages à cliquer sur une newsletter que sur un emailing commercial. Les gens, de toute façon, le voient avec les objets. Et de toute façon, généralement, les newsletters, les gens ont accepté, alors à défaut de s'abonner, parce que des fois, quand tu es client, tu le reçois automatiquement, mais au moins de continuer à les recevoir. Il y a une forme d'accord avec l'annonceur. Là-dessus. Alors justement là-dessus, il y a quand même un enjeu de performance ici. Qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est quoi d'ailleurs d'abord les critères, les KPI que tu regardes sur une newsletter? Alors le premier indicateur, c'est le taux d'ouverture. Donc en fait, combien de personnes ont cliqué sur le lien et ont ouvert la newsletter. Donc ça aujourd'hui, alors il y a des fourchettes assez larges, mais on est entre 15 et 25%. Le 25%, c'est quand même pas mal de pouvoir d'être sûr qu'un quart des personnes à qui tu as envoyé ta newsletter ont été exposées au message de façon un peu plus profonde, c'est intéressant. Et puisque déjà, c'est un premier niveau d'information, la newsletter. Et après, il y a le taux de clic. Le taux de clic qui va de 2 à 5%. Donc ça, le taux de clic, c'est l'interaction que tu vas avoir avec ta newsletter. Et généralement, une newsletter, même si on pourra en parler aussi, ça change un petit peu. Il y a un petit peu moins ce côté systématique de renvoyer vers d'autres liens, d'avoir des contenus complémentaires, mais ça reste quand même la norme dans les newsletters. Donc ce taux de clic, c'est vers cliquer sur un lien, un article, une page YouTube, un podcast derrière. Donc là, on est autour de 2 à 5%. 5%, c'est vraiment pas mal. Oui, c'est ça, ce qui peut paraître à la fois pas beaucoup, je trouve, et en même temps, en fait, quand on compare à d'autres interactions, c'est plus que des bannières, c'est plus que beaucoup de médias sponsorisés, par exemple, même avec du sponsoring, ça demande un volume. Là, en fait, ces taux peuvent être aussi plus élevés parce que on est sur une audience qualifiée. C'est ça qui est intéressant aussi avec les newsletters, c'est qu'on va toucher un peu moins de monde. Mais on va toucher des personnes, c'est hyper ciblé comme approche. Ouais. Donc normalement, on connaît les gens, on sait ce qu'ils attendent de nous. Donc normalement, on est un peu plus efficace sur l'info qu'on délivre. Ok. Alors justement, comment on peut améliorer ces taux d'ouverture et ce taux de clic? Après, il y a plein d'astuces. Il y a de l'A/B testing. On travaille sur les objets de mail, on travaille sur un peu la structuration. Est-ce qu'on fait un sommaire en amont de la newsletter? Est-ce qu'on fait un petit édito? Il va y avoir des logiques de à quel moment on envoie la newsletter. Mais ce qui reste important, mais ça c'est valable pour toutes les composantes d'une stratégie de contenu, c'est la proposition de valeur, la valeur ajoutée qu'on apporte aux cibles en termes d'information. La relation que tu crées et puis la pertinence des insights et des thématiques qu'on va aborder dans ces newsletters. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais en termes de structure, la newsletter, et ce d'ailleurs même avant qu'elle soit digitalisée, a tout de même un code, un cadre dans lequel ça s'inscrit, avec une logique aussi un peu de thématique. Est-ce que malgré ça, malgré justement tous les codes qui sont posés, est-ce qu'il y a un enjeu créatif? Est-ce que pour toi, il y a une démarche créative dans la newsletter? Pas au sens
concept visuel mémorisable, généralement une newsletter elle va rester dans les codes de la marque. Il faut qu'elle soit attribuée, ça c'est important. L'exercice créatif, il est sur la capacité à pouvoir proposer un confort d'utilisation, enfin un confort de lecture. Ça reste de l'information. L'originalité, elle va être dans le choix des sujets, dans la tonalité. On peut faire pas mal de choses aujourd'hui en termes de tonalité. Ça bouge un peu là-dessus. En revanche, graphiquement, on a des contraintes techniques aussi. C'est-à-dire que c'est envoyé par les plateformes. Même si aujourd'hui, voilà, on a des choses comme Substack qui permettent aussi de faire de renvoyer directement sur une page web, donc avec un peu plus de souplesse que ce qui arrive uniquement dans la boîte mail. On a aussi des gros enjeux en termes de responsive, puisque aujourd'hui, la moitié des newsletters sont lus en mobilité sur les portables, donc on peut pas non plus et en taille de texte, en poids des images, on peut pas faire n'importe quoi. Donc le vrai enjeu, c'est la qualité graphique, elle est dans ce confort d'utilisation et c'est de l'UX en fait, l'UX design. Et après, pour beaucoup, tu le disais, la créativité, c'est beaucoup des choix éditoriaux pour aussi réussir à créer de la cohérence et avec la marque et avec la fameuse proposition de contenu que tu évoquais. Je vois une autre contrainte qui est quand même forte, en tout cas nous on le voit à l'agence sur le fait de créer une newsletter. C'est une newsletter impose un rythme tout de même, alors on l'a choisi de base, mais ceci dit il faut tout de même une forme de régularité et donc une certaine exigence ensuite dans la production. Alors moi je le prends plutôt comme un point fort, c'est-à-dire que ça va faire de la newsletter un outil structurant de la stratégie de contenu. Parce que la stratégie de contenu, il y a une logique d'endurance et de régularité. Alors, il y a différents types de stratégies de contenu. Il y a les stratégies de contenu fil rouge et puis il y a des stratégies de contenu d'activation où on va venir se mettre au service d'un temps fort commercial. Mais si on est sur une logique de fil rouge, comme beaucoup, on est sur cette logique de pouvoir durer dans le temps et de pouvoir créer une relation dans le temps avec nos clients. Et pour ça, la newsletter, ça va obliger à poser un cadre éditorial. De pouvoir créer des comités éditoriaux aussi pour alimenter ça. Donc ça structure, encore une fois, cette logique. Et puis derrière, ça impose une production de contenu minimum régulière. Donc finalement, cette obligation va alimenter, va rendre tangible, concrète, va donner de la substance à la stratégie de contenu. Ouais. C'est ce que c'est ce que je vois moi à l'échelle de l'agence, c'est que c'est vrai que ça a un effet bénéfique puisque ça oblige à tout le monde de garder un certain rythme, justement de pas travailler par à-coup, par projet, mais finalement qu'il y ait une certaine continuité. C'est aussi ce que tu vois chez nos clients, justement. Oui. Donc aujourd'hui, il y a quand même très peu de stratégies de contenu où il n'y a pas de newsletter. Il y a un triptyque, site, newsletter et réseaux sociaux. Donc même si le newsletter et réseaux sociaux, c'est encore beaucoup des canaux de diffusion de contenu et moins d'hébergement. Parce que tout ça renvoie, c'est ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est que la newsletter, c'est un super carrefour, c'est un super hub éditorialisé pour renvoyer vers des contenus. Il n'y a pas mieux que pour créer du contenu ailleurs. Quand je dis il n'y a pas mieux, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, par exemple, avec les algorithmes, quand on publie un lien, on perd en portée. Donc, c'est vraiment plus la meilleure façon de pouvoir créer des trafics vers du contenu. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est plutôt sur du contenu embarqué pour rester dans l'univers des réseaux sociaux. Si on veut créer du trafic vers YouTube, vers le podcast, vers le site, la newsletter, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Est-ce que justement dans les newsletters, alors tu veux peut-être parler de certaines qu'on peut faire à l'agence ou d'autres newsletters justement que tu trouves? Un exemple, parce que ça fait 3-4 ans qu'on travaille dessus aujourd'hui, c'est Harmonie Mutuelle. Donc on travaille pour le marché des entreprises et depuis 3-4 ans on les accompagne justement sur cette stratégie de contenu auprès des entreprises, des PME et des grandes entreprises avec différents piliers. Et donc le pilier, on va dire, structurant, c'est la newsletter.
Donc tous les mois, une newsletter, aujourd'hui thématisée sur un des sujets de leur cadre éditorial qu'on a reposé. Et donc la newsletter, c'est la première expression de ce cadre éditorial, avec des articles d'actualité tous les mois, des articles d'analyse de décryptage d'enjeux, des articles de conseils d'experts, enfin des articles des contenus de conseils d'experts, parce que en l'occurrence ça c'est des podcasts, de la mise en avant de solutions, des agendas. Et ce qui fait que ce contenu-là va être aussi adapté pour les réseaux sociaux, dans une autre version. Mais ça veut dire que depuis 3 ans, à raison d'une newsletter par mois, avec 5 ou 6 contenus à chaque fois, on est sur presque 50 contenus par an qui vont après derrière nourrir le SEO sur les sites. Mais le point d'entrée, c'est une stratégie, c'est un cadre éditorial illustré, mis en pratique dans la newsletter, qui sert de point de départ et de porte d'entrée dans cette stratégie. Ouais, ça permet à tout le monde de... Ça met tout le monde au pas, je trouve. Chacun doit garder un petit peu le rythme. Et puis aussi se structurer, je trouve, en fonction de ça. Tu parlais notamment de comités éditoriaux. Ça permet ça. Est-ce que tu vois d'autres newsletters que tu as évoqués, faites par l'agence ou autre, qui t'interpellent ? Je te disais, aujourd'hui, on a de plus en plus de newsletters dans le pack de départ des stratégies de contenu. Donc, on travaille dans l'univers des mutuelles, on a la MNT, pour lesquelles on a travaillé sur une stratégie de contenu et on travaille sur une newsletter pour les agents, c'est-à-dire pour les particuliers, et une newsletter pour les décideurs. Donc, encore une fois, là aussi, c'est une newsletter, c'est une cible. Sinon, si on part et on peut même aller aujourd'hui plus loin sur certaines approches. Dans les newsletters qui sont intéressantes, par exemple celle de la BPI. Alors derrière, il y a une grosse usine à contenu à la BPI. Mais la newsletter, c'est quand tu t'inscris à la newsletter, tu choisis ta région, ton secteur d'activité, les thématiques qui t'intéressent. Et donc, ce sont des newsletters hyper personnalisés. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ouais, c'est possible. Faut juste avoir le contenu derrière qui le permet, mais ensuite, on peut avoir une logique... Là, je trouve que pour le coup, c'est le principe de contenu adressé fait d'autant plus sens avec cette approche de c'est vraiment en effet quelque chose qui vous convient, qui convient à vos besoins, à votre attente. Il n'y a pas trop de limites en personnalisation sur une newsletter. La seule limite, c'est derrière d'avoir du contenu personnalisé. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir derrière avoir de quoi nourrir cette hyper segmentation. Donc faut y aller tranquillement, quoi. Ouais. Ça, où toutes les marques pourront sans doute pas se le permettre. Est-ce que justement, avec toutes les nouvelles avancées technologiques, cet effet de volume va pouvoir être une réponse, ou plus globalement d'ailleurs, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu aperçois un petit peu pour le futur de la newsletter dans les stratégies de contenu ? Alors, je suis pas sûr que... Alors, peut-être que ça permet d'aller... par exemple, l'IA permet d'aller piocher les éléments ou de recomposer certains éléments plus facilement. Alors, je crois pas trop à la production de masse hyper personnalisé grâce à l'IA, parce que c'est pas la vocation d'une stratégie de contenu. On est quand même censé répondre à... ce sera montrer une expertise. Quoi. Par contre, ça peut être facilitateur pour un certain nombre de choses. Il y a une tendance aujourd'hui, alors elle est pas tout à fait encore présente dans les newsletters de marque, mais elle est de plus en plus sur les newsletters de médias ou de créateurs de contenu. C'est la tendance qui va vers quelque chose de plus incarné, plus éditorialisé. C'est en ce sens que, en fait, finalement, les réseaux sociaux, les newsletters s'inspirent un peu des tonalités qu'on peut avoir sur des tribunes ou des articles LinkedIn, ce côté un peu personnel. Donc, et ça va venir aussi, je pense, sur les marques, même si ça demande un gros travail stylistique, et puis c'est plus engageant pour un lecteur que quelque chose où on aura des trucs, des rubriques à picorer. Mais cette interaction entre réseaux sociaux et newsletters, elle marche aussi dans l'autre sens, parce qu'on voit que LinkedIn aussi, depuis quelques années, a mis en place un module de newsletter dans LinkedIn pour profiter effectivement de ce côté éditorialisé, classé, avec des notifications, et puis surtout avec une meilleure qualification des personnes à qui on s'adresse. C'est ça en fait la différence avec newsletter, c'est qu'on sait à qui on parle. Mais quand on dit à qui, c'est la personne, l'entreprise, le mail, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et cette logique éditoriale, plus incarnée, je pense qu'elle va pouvoir aussi évoluer vers de la newsletter audio, par exemple. Ça commence.
pareil, sur les créateurs de contenu. Oui. Pour les marques, j'en ai pas encore vu vraiment, mais si on est sur cette logique de mobilité et voilà, on aura moins ce côté création de trafic, mais je pense que la newsletter peut aussi, même sur de la veille, alors pour le coup, l'IA peut servir. Mais justement, je trouve qu'il y a pas mal ça, hein, sur tous ces formats qui sont un peu des récaps. Et il y a pas mal de newsletters en fait qui ont un petit peu cette approche-là. En tout cas, c'est celle que je consomme aussi. Peut-être que j'ai un besoin particulier. Ont ces principes de récap qui, je trouve, pourraient très facilement être en effet passés en audio. Donc, ouais, je pense que là-dessus, il y a quelque chose. Et puis, alors, on peut même imaginer sur des entreprises qui ont des cibles internationales. Pouvoir aussi, là l'IA peut servir, c'est de pouvoir avoir de la traduction aussi, de pouvoir générer des newsletters dans plusieurs langues. Même si, pareil, si on revient à ce côté personnalisé et pertinence, les problématiques d'un client chinois n'est pas forcément la même qu'un client allemand. Oui. Mais voilà, demain, je pense que les possibilités de personnalisation, elles seront plutôt à ces niveaux-là. Et dans éventuellement l'ouverture à d'autres cibles et aussi avec des mix dans les canaux proposés. Ouais, c'est intéressant ça, je trouve. C'est vrai que cette logique déjà d'hybridation qu'on a entre le réseau social, le podcast pour le passage à l'audio et la newsletter, on voit bien que les barrières vont commencer à être assez fines. Et puis la partie blog, hein, tu parlais de Substack, je sais qu'il y a, finalement, je lis pas beaucoup de newsletters. Par contre, je lis des newsletters en différé sur Substack, par exemple, dans mon cas. Donc il y a déjà des ponts. Je trouve que c'est en effet intéressant à suivre. C'est la force du newsletter qui était effectivement qui est la mamie mais qui a su vraiment se réinventer et s'approprier comme c'est un canal hub central, ça s'est nourri de tout le reste en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Il y a une belle cohabitation dans l'écosystème de contenu. Sébastien, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cet UV. Vous pouvez retrouver l'intégralité des UV sur notre site thelinks.fr. À bientôt.